Interaction, bonjour. Première interaction de l'automne 2016, un automne qui fait suite à un été qui a été plus calme que ce qu'on craignait, mais un automne qui va être marqué quand même par des rendez-vous électoraux. Paul, l'élection américaine, le référendum italien qui ouvre en plus les élections générales en Europe. Quoi, sur les deux ans. Oui, il y a un grand cycle. Je crois que le plus important reste l'élection américaine. Oui, quand même. Avec la surprise probable de l'émergence du candidat Trump. Oui, non. Un bon score. On ne fera pas de pronostic, mais l'outsider va faire un bon score. C'est en fait derrière cela, ce qu'on dit depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, le fait que M. Sanders et M. Trump ont modifié la perspective, et c'est ça ce qui va rester l'élément majeur de cette élection, quel que soit le résultat. Le Brexit a modifié une perspective, et c'est dans la suite en plus. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui fait cette spécificité de M. Trump, c'est peut-être finalement que comme le Brexit, c'est le candidat anti-jacquerie. Oui. Alors la jacquerie, qu'est-ce que c'est? C'est la révolte paysanne. Mais... Alors cette semaine, on peut regarder ce qu'a fait le CAC 40 et ses valeurs. Donc c'est une semaine de forte reprise, initiée par deux réunions sur lesquelles on va revenir, celle de la Banque du Japon et celle de la Réserve fédérale américaine. Donc du cycle et reprise un peu des bancaires, voilà ce qu'on va dire. Tout à fait, oui. On a eu surtout la remontée des gros poids de l'indice. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, mais dans des volumes très modérés. Donc oui, les marchés ont été assez calmes et surtout pour l'annonce, donc les banques centrales sont toujours là. Donc je dirais, et notamment on voit qu'on a maintenant les marchés actions et avec des taux toujours au plus bas. Donc voilà, et on voit Total qui a fortement monté. Oui, on avait une petite reprise des taux, Paul, au début, il y a 15 jours. Et puis finalement, les banques centrales ont appuyé dessus finalement. Oui, on a effectivement un sujet qui est, me semble-t-il, très important sur les taux. Il s'est passé beaucoup de choses finalement depuis le début du mois de juillet. Oui, les marchés sont au même niveau. D'ailleurs, on peut même parler du pétrole. Le pétrole, si on le regarde à 8 jours, jour par jour, heure par heure, il fait des grosses variations. Et puis il est entre 45 et 50, 47,5 aujourd'hui, grosso modo. Et il est stable. Pourtant, il y a des rendez-vous. Il y a un rendez-vous de l'OPEP en marge d'un forum à Alger. Il y a des rumeurs disant qu'ils vont arriver à quelque chose entre eux et avec la Russie. Il ne faut pas oublier qu'en réalité, cette année, il y a eu une très grande décision prise en Arabie Saoudite d'aller vers l'austérité et vers le monde de l'après-pétrole. Donc maintenant, il faut quand même justifier ce choix qui nécessite un peu d'austérité. Donc il faut le vendre. Et donc la remontée des prix serait gênante. Mais en même temps, ils ont ouvert les robinets parce qu'ils ont un problème de finances publiques, aussi bizarre que ça puisse nous paraître. Tout à fait. Et à l'opposé, si les prix baissent de trop, on a un problème sur le schiste aux États-Unis. Voilà, alors dernier point de la semaine, la croissance modérée en zone euro se confirme. 1,1% de croissance oui. Déjà certaines au 30 juin pour la France, mais les indicateurs sont plutôt en train de revenir vers les 50, même si on est toujours à 52. Oui, tout à fait. Il y a un point qui me paraît important. Il y a eu beaucoup de... Enfin, on en a parlé à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas assez soulignée sur les indicateurs américains en particulier, qui donnaient l'impression de patauger. Il y a eu des inondations énormes en Louisiane. Et ça a perturbé effectivement le jeu des statistiques, et je crois qu'on aura des surprises qui seront plutôt un peu meilleures. Plutôt meilleures aux États-Unis, mais en Europe, on va vers ce 1,5% globalement en zone euro. Ce qui était attendu. Oui, ce qui était attendu. Pas d'effet de Brexit cette année. Il y en aura peut-être l'année prochaine, mais pas cette année. L'effet qui va bouger le plus, me semble-t-il, et qui est presque passé un peu inaperçu, c'est que la croissance européenne pour 2017 était attendue, il y a un an, finalement, à 1,7. Aujourd'hui, elle est attendue à 1,3. Ça fait une variation très significative parce que finalement, dans un premier cas, on était en progression par rapport à 2016. Et là, on est Là, on va consolider. On va faire un 5 et on espère faire entre un 3 et un 5. Voilà. Et c'est certainement là que les choses se jouent pour les marchés. C'est-à-dire que si le 1,3 devenait un 7 par tout un tas de décisions, cela change complètement le paysage pour les marchés. Ça change. Eh bien, nous allons voir ça un peu plus en détail avec la rubrique Tendance. Alors Paul, ce qui s'est passé cette semaine, c'est la rentrée de la Réserve fédérale.
pendant 6 mois, on s'est dit, est-ce qu'ils monteront leur taux, qui sont quand même très très faibles, 0,25, à 0,50 en septembre? Est-ce qu'ils vont dire en septembre qu'ils les monteront plus tard? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose pour finir? Au final, ils n'ont pas décidé de remonter les taux et ils n'ont pas enlevé l'idée qu'ils pourraient les remonter. C'est un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière. On est dans un schéma où les taux sont orientés à la hausse, mais très lentement. Alors justement, alors, ce graphique. Alors ce graphique, c'est pour dire qu'en fait, il y a quand même eu une révision des anticipations. Tous les trimestres, les acteurs, enfin les personnes qui votent, et ceux qui ne votent pas, mais qui sont dans le comité, donnent leurs projections. Les gouverneurs, donc ils le donnent. Et là, on a des fourchettes. Et donc, on voit en orange ce qui a été donné en 2016, et en juin 2016, et en blanc, ce qui a été donné en septembre 2016. Il faut donner le graphe suivant, parce que celui-là... Oui, non, si c'est celui-là. Pardon, il n'est pas en orange. Alors, on revient, voilà. Si les petits points sont alors il y en a qui sont en blanc, qui sont assez gros, c'est ceux qui ont été faits en septembre, et ceux qu'on voit, alors pour moi ils sont en orange, mais ça peut être des questions de définition. On ne discute pas des goûts et des couleurs. C'est ce qui se disait en juin 2016. Voilà. La précédente donc quoi qu'il arrive, on voit que c'est plus haut. On voit que c'est sensible. On voit qu'on redescend les anticipations. Pardon, oui. On les redescend par rapport à ce qu'elles étaient, ce qui veut dire que le rythme sera encore plus lent. On relève de 2017 et 2018 et on redescend de 2019 et 2020. On redescend la cible, non? Non, on redescend tout, puisqu'en fait aujourd'hui on est à une anticipation de 25 points de base au début, enfin sur cette année. On est à une anticipation de 50 points de base en 2017 et de 75 points de base en 2018. Ce qui nous met à la fin 2018 à des taux directeurs à 2%, avec des taux qui sont à 10 ans aujourd'hui à 2,39. Alors justement, on va regarder les taux longs, là c'est les 30 ans que vous avez sélectionnés, les voilà. Voilà, alors on est effectivement, je disais les taux à 10 ans, c'est les taux à 30 ans qui sont à 2,39. On est dans un schéma où aujourd'hui, par ce biais-là, par ces dots ou ces plots, comme on voudra les appeler, la Fed essaye de donner une indication au marché obligataire pour définir à quel niveau les taux longs doivent se positionner. Et en révisant sans arrêt à la baisse, cela donne la possibilité de réviser à la baisse les anticipations que l'on a sur les taux longs. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, puisqu'on avait l'impression au contraire que les banques centrales voulaient un peu solvabiliser les banques en donnant une hiérarchie des taux plus large, c'est-à-dire un écart entre le 10 ans et le jour ou le 2 ans. Alors entre aujourd'hui 0,50 voire 0,75 peut-être à fin décembre et les 2,30 à 30 ans, il y a de quoi vivre. Les banques peuvent bouffer, alors qu'en Europe, entre moins quelque chose et 0,50, c'est pas terrible quand même. La situation en Europe est légèrement différente, mais on n'est pas au même stade du cycle. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement le 30 ans finalement, dans les différents pays, et c'est ce qu'on voit sur ce graphe, est à 0,49 en Europe, en Allemagne en particulier. Il est à 0,51 au Japon. Idem, mais légèrement au-dessus, ce qui est quand même intéressant. Il est à 2,35 aux États-Unis et il est à 3,90 en yuan, en Chine. Oui, où le système bancaire ne répond pas exactement aux mêmes règles, on va dire. Tout à fait, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, un financement aujourd'hui en Chine se fait à 30 ans à 3,90, il se faisait beaucoup plus haut en 2009. Donc, et dans les trois cas. Alors justement, flash, parce que cette semaine, il n'y a pas que la Réserve fédérale, il y a eu la Banque du Japon qui change un peu de pied. Alors la Banque du Japon, en fait, on a eu le résultat des élections de M. Abe qui est en passe de pouvoir faire bouger sa troisième flèche. Les fameuses réformes structurelles. Les réformes structurelles. Et la Banque du Japon qui constate qu'effectivement sa politique n'a pas donné grand-chose, puisque l'anticipation de l'inflation, elle est proche de zéro, voilà, toujours. Alors qu'ils ont réaffirmé que leur ambition c'était 2%, c'est-à-dire exactement la même chose qu'aux États-Unis ou qu'en Europe, ce qui est important. Et on est dans un schéma où effectivement la Banque centrale veut redevenir active. Et pour moi, j'ai amené un graphe qui montre que l'inflexion majeure au Japon, elle s'est certainement posée vers le 4 juillet. Quand on regarde les graphes du 30 ans dans tous les pays, on s'aperçoit que ce point bas posé en juillet au Japon correspond à un point bas qui a été aussi en Europe et aussi
aux mais États-Unis. Mais ça vient du Japon, ça vient de la Banque centrale Pour moi, japonaise. ça vient de la Banque du Japon et c'est donc finalement une façon de tourner le dos à une logique de peur de la déflation qui commence. Et alors, comment interpréter le prendre. fait que la Banque du Japon annonce qu'elle maintient son programme d'achat d'obligations extrêmement actif, mais qu'elle ne veut pas que le 10 ans soit en dessous de 0%. Ça ne paraît pas non plus être révolutionnaire, quoi. Alors, c'est pas révolutionnaire. Pour elle, j'entends. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que l'ensemble de la dette obligataire finit par se retrouver, souveraine finit par se retrouver dans le bilan des banques centrales. Donc ça, c'est une première donnée. On est en train de s'en convaincre, mais ça devient une réalité. Ce qui libère de la place pour de l'épargne, enfin pour utiliser l'épargne pour d'autres choses. Et la Banque centrale japonaise achetant en plus des actions, donc comme ça. Tout à fait, tout à fait. Elle fait donc la on est totale. vraiment dans un schéma qui est en train de basculer et on l'admet comme étant une réalité. Ce qui est nouveau. On admet donc qu'on vit dans un univers de taux zéro où le change devient le seul élément pour transférer de la croissance d'un pays à un autre. D'où les jeux de change. Et il y a certainement là une volonté du Japon de vouloir faire baisser le yen. Toujours, même s'il baisse un petit peu cette semaine, pas énormément, Voilà. mais un petit peu. On a fini quelque part, on peut espérer avoir fini ce mouvement d'appréciation qu'on avait eu pendant tout le premier semestre. Donc d'accord. Alors, juste dernier point, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Aux États-Unis, on a eu des indicateurs moyens. Alors, vous nous avez parlé des inondations. Tout à fait. Donc la grande inquiétude, c'est est-ce que c'est la récession. Est-ce qu'on est au bout? Est-ce qu'on arrive au bout avec une réserve fédérale qui a pas de marge de manœuvre pour baisser ses taux, puisqu'ils sont de 0,25, c'est en tout cas faible. Et puis, bon, un budget fédéral qui va dépendre de cette élection présidentielle qui est un peu compliquée à comprendre pour des non-américains, en tout cas. Alors, sur un point, celui de la récession. Voilà. Je vous ai amené un graphe de très long terme. Oui, ça c'est... Les barres verticales rouges illustrent les moments de récession aux États-Unis. Donc on voit que ça correspond en général à une période qui est plutôt la période où on a des taux qui sont dans la phase qui est rouge en haut, c'est-à-dire des spreads très faibles entre le 30 ans, le 10 ans et le 2 ans. Donc on est dans un schéma où, après cette période-là, qui correspond finalement souvent à une remontée des taux courts, Oui, bien sûr. on est dans un schéma où on part en récession. Donc la question c'est, on a une remontée des taux courts, est-ce qu'elle va générer quelque chose du même type? Déjà pour commencer, on est plutôt sur les niveaux moyens. Quand on regarde le spread, c'est la courbe violette ou bleu très foncé. On est dans un schéma où on n'est pas encore avec des taux qui sont... L'écart à 0,9, Voilà. voilà. C'est donc pas nécessairement une récession qui nous attend. Et c'est là que ça devient très intéressant de voir la façon dont la Banque centrale pilote à la fois sa remontée des taux courts lente et le fait d'indiquer qu'il ne faut pas s'affoler sur les taux longs et qu'il ne faut pas les remonter de trop, ce qui casserait l'activité économique à coup sûr, comme ça avait été le cas en 1994. Donc voilà, finalement, stabilité, mais les banques centrales ont un peu changé leur manière de distribuer les cartes. Voilà, et on avait l'habitude de dire que les banques centrales pilotaient les taux courts et c'est tout. Là, on voit très clairement qu'elles pilotent complètement. Ils vont plus loin, oui. Et ça, c'est une vraie nouveauté que tout le monde admet sur le plan académique aussi. Bon, nous passons au tableau de bord. Bon, rapidement, sur le tableau de bord, c'est l'été de la Saint-Martin, ou l'été indien, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Tout va mieux. Tout va mieux, effectivement. Les banques centrales ont parlé. Alors donc tout va mieux. Donc on a deux feux qui passent l'un du rouge au vert, c'est le stress de refinancement, voilà le tableau. Voilà, on l'avait évoqué à plusieurs reprises, c'était cette problématique de banque centrale qui était derrière. On ne savait pas, oui. Voilà. C'est l'incertitude. On a eu des réponses et la conséquence c'est la version risque, c'est-à-dire qu'en fait on a eu un peu de pessimisme sur les marchés. On va flasher, voilà. On fait un petit point sur ce graphe-là et on voit qu'on est revenu dans une zone où le pessimisme a été peut-être un peu excessif par rapport aux conditions, ce qui est en général le gage d'une... Favorable au marché. Voilà, d'une progression derrière du marché qu'on a peut-être d'ailleurs commencé à voir. Et donc la météo reste La météo reste en mode 3, toujours avec cette insécurité et cette volatilité, mais peut-être que les choses finiront par se stabiliser. Bien, nous passons à la performance.
Nous allons voir apparaître la performance de la semaine, sans doute. Agnès? Oui, alors on va voir que sur la semaine, donc, on a perdu de notre spread. Donc le marché a fait une hausse de 3,12 et nous, on l'a suivi seulement de 2,36. Et lorsqu'on voit notamment sur les performances, les tops, les 10 tops du CAC et les 10 flops du CAC sur la semaine, bien sûr, on voit très bien la montée de Total qui a fait une très belle remontée donc de 3,72 sur le marché et qui a un poids pratiquement de 10% dans l'indice CAC. D'autre part, il faut se dire, bien sûr, avec la politique des banques centrales, les banques sont pas chères et donc elles saluent ça tout de suite. Voilà, exactement, mais c'est surtout aussi, on a eu une baisse notamment sur la non-remontée des taux américains, une baisse du dollar, ce qui a fait remonter les matières premières en parallèle, donc le Brent s'est ressaisi. Et d'autre part, sur Total, il y a eu un article très positif dans le Balance qui prévoit notamment une hausse du titre de plus de 20%. Et cet article met en avant surtout, notamment, et c'est notre thème également, sur la baisse des coûts de Total et l'augmentation. Ils ont réuni les analystes financiers hier et ils ont confirmé, ils ont donné même un prix d'autofinancement autour de $55 le baril. Ils sont en autofinancement positif, ils ont fortement réduit leurs investissements. Réduit leur investissement et du coup, ils ont surtout, il y a eu une augmentation de l'augmentation qui a été un peu plus de 5%. Donc voilà. De la production. Oui, de la production. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Total, jusqu'à présent, payait ses dividendes en actions. Donc ils vont, on espère qu'en 2017, ils payent en cash. Ils sont en cash flow positif, ils n'ont pas de raison de faire des augmentations de capital déguisées. Oui. Juste le point sur Total, c'est que Total a un rendement qui est moins élevé que les autres majors. Oui, mais enfin, ça donne un rendement quand même de 6%, c'est pas négligeable. Vu cette période de taux, globalement. Vu cette période de taux bas, donc... Bien, alors on va... Voilà, il y a peut-être un point qui me paraît important, c'est que dans les natures, il y a la TMT. On y vient. Voilà, alors les natures, vas-y. Mais la TMT qui a particulièrement bien réagi sur la semaine dans le portefeuille. Oui, notre poids sur les TMT qui a bien... Atos, on se demande si ça s'arrêtera un jour, oui, mais tellement Atos, c'est bien. Oui, mais Atos délivre énormément cette année, que les autres sociétés avaient surtout délivré sur l'année 2015, notamment Altran et Capgemini. Oui. Donc, Altran, c'est un peu moins bien. Alten, c'est très bien, et Altran, on dit que c'est des deux frères. C'est plutôt très bien chez Alten et moyen chez Altran, les publications. Mais il ne faut pas oublier que la semaine précédente, Altran a été la vedette de la semaine précédente. Donc, je dirais, ce sont des sociétés qui sont notamment, pour revenir un peu sur Alten, qui sont notamment, qui est basée notamment, qui voit une très belle opportunité de croissance, notamment dans le segment de l'automobile, dans le segment de l'aéronautique. Donc, et ce qui va énormément délivrer dans la croissance organique sur ce titre-là. Donc, et Altran, c'est exactement pareil. Autrement, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a quand même beaucoup de cash, 12% de cash. Oui, on l'a fait notamment, on avait quand même réduit notre exposition à actions à partir du 6 septembre, entre le 6 septembre et le 12 septembre, donc sur des niveaux de 4530. On revient, grosso modo, voilà, on revient. 4005, et dans cette période-là, on a, dans les arbitrages, on a allégé Chargeur qui a fait une très belle montée depuis ce mois de septembre. Et ça, c'est du cycle, c'était une de nos valeurs cycliques. Voilà, mais bon... mondial. Oui, là. Donc, Chargeur, on est rentré sur ce titre, notamment l'année dernière, aux alentours de 7 €. Donc, allégé aux alentours de 13, je dirais, c'est pas... Parce que ce qu'on voit sur la slide précédente, c'est qu'on est un peu sous-investi en cyclique. Alors, c'est toujours difficile de savoir ce qui est cyclique et pas cyclique, puisque c'est 15% du CAC et qu'on en a un peu moins de 10%. Exactement. Ce qui explique aussi la différence de perf quand le cycle est un peu plus recherché. Oui, sur ce qu'on voit aussi. Puis on voit aussi également que les financières, sur la performance de la semaine, surtout hier, parce qu'elle rend un peu aujourd'hui. Oui, donc voilà, c'est très, je dirais, ce marché est très erratique et je pense qu'on en est encore pour quelques semaines dans cette période-là. Alors nous passons à la gestion. Alors, on commence par les arbitrages.
Donc, on en avait parlé la semaine dernière. Renforcement de Zodiac, ça me fait très plaisir, parce qu'on rentre dans le cycle. Oui, renforcement dans Zodiac, puisqu'on disait que la semaine dernière, c'était une de nos politiques de renforcement où toutes les mauvaises nouvelles, notamment, étaient déjà pressées dans le marché. On a l'impression que c'est dans les cours. Il y a ce contrat qu'on espère avec Emirates, qui est plutôt un bon payeur en plus, qu'on attend. Alors, on va regarder le portefeuille lui-même. Et puis, ça va nous permettre de parler un peu de gestion. On avait dit un mot des banques la semaine dernière. Donc, un de nos auditeurs, téléspectateurs, nous a réinterrogé sur les banques. Alors, c'est vrai qu'elles ont monté mardi et mercredi, et jeudi, et puis elles ont baissé vendredi. Je crois que le discours qu'on a tenu sur les banques est surtout d'indiquer qu'aujourd'hui, la tendance longue ne nous paraît pas encore favorable à revenir sur les banques. Je crois que là, on était d'accord tous les trois, ça tombe plutôt bien. Ponctuellement, tactiquement, jouer les banques pour jouer une réaction, pourquoi pas, mais la tendance longue, le métier a changé et il faudrait qu'en fait les restructurations et peut-être les concentrations se fassent en Allemagne et en Italie pour qu'effectivement la perspective change. Mais exactement. C'est ça la clé. Tant qu'on n'aura pas donné la note en Allemagne, et ça va être très compliqué avec une élection. En Italie, c'est très difficile de la faire payer avant le référendum, et en Allemagne, ce sera très difficile. Mais regardez notamment la nouvelle cette semaine sur Montepaschi, notamment sur l'augmentation de capital de 5 milliards, quand on a une valorisation qui n'est même pas à 500 millions d'euros. Donc, et on se pose beaucoup de questions. Donc, c'est vrai qu'actuellement, je dirais, les problèmes de solvabilité des banques italiennes, je dirais, ne peut pas nous permettre... Des grandes banques italiennes et des petites banques allemandes, sachant que les grandes banques allemandes, il y a quelque chose qui pointe, c'est les risques du shipping, puisque c'est historique, Hambourg, etc. C'est les banques du monde qui sont les plus exposées au crédit shipping, qui sont comme du crédit, alors là, extrêmement sportif, on va dire, et quand ça se met à glisser, ça glisse fort. Donc, Alten, donc, qui était le portefeuille, ils ont publié cette semaine. Oui, comme je disais, ça a été une très bonne publication avec notamment des perspectives de croissance organique revues à la hausse. Donc ça nous a bien délivré sur tout le secteur, comme on l'a vu cette semaine. Il y a aussi il y a eu une recherche des valeurs cette semaine, des valeurs un peu délaissées depuis un certain temps. Je pense notamment à Carrefour, qui s'est réveillé cette semaine. Voilà, donc et on a une belle hausse même aujourd'hui. Oui, exactement. Donc c'est un peu tout ce secteur-là qui a été un peu... Alors il y a eu des bonnes publications dans la conso européenne, c'est-à-dire que Diageo, Inditex, Diageo c'est aux États-Unis surtout. Il y a en fait, on est dans un monde sans inflation, donc dès qu'on fait un tout petit peu, ça donne de l'effet de levier, notamment à Diageo, à Inditex en plus. C'est l'homme le plus riche du monde qui a fondé Zara. Donc, on a eu ça. Et puis alors, Carrefour Casino, comme d'habitude. Casino a continué à restructurer sa dette. Alors, ça veut dire deux choses. Un, il peut le faire. Deux, il a des covenants, il a des conventions d'emprunt qui sont sûrement compliquées chez Rallye, et c'est pour ça qu'il le fait, sans doute. Oui, sûrement. Donc, mais vous préférez Carrefour? Oui, parce qu'il y a toujours quand même le Brésil derrière. Oui. Le Brésil, c'est un varan chez Casino, et au Carrefour a bien joué. Alors, Air France, il y a cette négociation de pilote, parce que c'était formidable. Le président est arrivé en disant « je négocie pas tout de suite ». Mais ils se réveillent, ces gens-là. Notamment à Air France, j'étais à un petit déjeuner, notamment avec le CEO d'Air France. Et donc, je vais... je dirais le retour. Je pense que les perspectives sont assez inquiétantes quand même sur Air France, parce que d'une part, on voit qu'il est très honnête. Il annonce très bien qu'ils ont une baisse de 5% des réservations. La destination en France. La destination en France est massacrée par les télévisions de hard news au Japon, aux États-Unis, en Australie. Au Japon, apparemment, comme la France est considérée comme état de guerre, parce que l'état d'urgence n'existe pas, déjà la moitié des dirigeants ne peuvent pas voyager parce qu'on ne les assure pas. S'ils viennent en France. C'est vrai pour les grands hôtels. C'est peut-être l'occasion de réfléchir d'ailleurs à l'usage des mots. Oui. Donc voilà, donc sur la période, donc d'autre part, il y a eu, comme vous dites, cette chute du tourisme.
Ce qui pénalisait énormément également cette société, c'est les mouvements sociaux notamment qui ont eu lieu. Sachant que pendant l'été, ils ont été calmes parce qu'il y avait un nouveau président, mais chez Lufthansa, ils n'ont pas été calmes. Donc on voit bien que les pilotes des compagnies historiques... Exactement. Et puis, donc, il va faire face à l'arrivée de nouveaux concurrents, comme vous le disiez, notamment avec sur des low cost long courrier surtout, et qui arrivent sur le marché avec des tarifs très agressifs. Alors eux, ils se disent que ça les affable pas trop parce que une fois que vous testez ces longs courriers low cost et que votre 10 heures de vol et vous payez 3 fois votre plateau pour dîner, pour avoir la Wi-Fi, etc. Le client... Pour avoir une valise plus grosse, voilà, etc. Le client n'y retournera pas une deuxième fois. Donc ce low cost long courrier ils ne sont pas très négatifs là-dessus. Résultat, c'est pas mal. C'est un secteur où on gagne de l'argent parce que le pétrole a baissé. Oui, alors attention, c'est un secteur où c'est les compagnies américaines qui en bénéficient le plus. Oui. Air France notamment, c'est vrai, ils sont en train de moderniser leur flotte grâce à l'arrivée de nouveaux avions, mais aussi ils sont en train de retarder leur livraison, cette livraison-là qui va pénaliser Air France sur du plus long terme dans leurs chiffres. Donc voilà, après, ils nous ont parlé de leur nouveau plan stratégique Trust Together. Donc, je pense que c'est surtout un retour de la confiance au sein de la direction et des salariés. Ça, c'est pas simple. Chez Air France, il y a les personnels au sol, il y a les personnels navigants, il y a les pilotes il y a les non-pilotes. Surtout, il y a un syndicat qui est très fort. Donc c'est difficile. Alors, je crois quand même qu'il y a une donnée qui est importante, c'est que on le dit sans arrêt dans la partie macro, la paupérisation de la classe moyenne occidentale et l'élargissement de la classe moyenne mondiale. Exactement. Finalement, Air France est l'entreprise qui subit cette paupérisation de la classe moyenne occidentale. À une exception près, c'est la destination France, que c'est le hub de Roissy qui fait sa richesse, sauf que les gens ne veulent pas venir en France. Dans cette population-là, les Australiens ne viennent plus. C'est très important. Alors, santé... Donc, d'ailleurs, et surtout, on a vendu... on a vendu Air France. On s'est décidé... On a eu raison. On a eu raison, puisque depuis, elle a encore perdu 10% depuis notre prix de vente. Donc, voilà. Alors, santé, on a Virbac à qui arrivent les malheurs de Sanofi, si j'ose dire. C'est-à-dire que Virbac a sorti une alerte sur ses bénéfices parce qu'elle a des ennuis avec la Food and Drug Administration, qui est une administration plus puissante que le président des États-Unis, dit-on. Et Sanofi, lui, il a des ennuis non pas avec la Food and Drug pour une fois, administration, mais avec les assureurs santé américains qui sont privés, comme on sait. Oui, donc du coup, ils veulent encore un nouvel assureur dans le lot qui veut mettre fin au remboursement du Lantus à partir d'avril 2017. Oui, il y en avait déjà un, donc il y en a deux, et c'est le produit vedette, le diabète. Mais je pense que, nous, on a du Sanofi. Mais moins que l'indice. Moins que l'indice, mais on en a un peu. Voilà, on l'a acheté notamment aux alentours de 69 €, 70 €. Donc, je pense que... cet arrêt de remboursement risque de pénaliser sûrement les résultats de Sanofi entre 1 ou 2%, d'après mais c'est études. Surtout, on a l'impression que chaque fois que ça va mieux, on en prend plein la figure. Non, je pense que le cours de il ne faut pas oublier que Sanofi a perdu plus de 30% depuis l'été dernier. Oui, donc on est revenu sur cette baisse-là. Et donc le Sanofi est en train de stabiliser. Je pense que le marché a déjà intégré, si vous voulez, le déclin des ventes du Lantus aux États-Unis, à mon avis. Donc je dirais, c'est vrai que les ventes accusent une baisse de 15%, on voit là au T2. Donc, du coup, et notamment est confronté, bien sûr, avec le biosimilaire donc, de son concurrent. Donc, voilà. Mais je pense que aussi Sanofi est en train aussi de vouloir se restructurer, puisqu'il vend, il se délaisse de certaines boîtes pour faire du cash et peut-être pour acquérir aussi d'autres sociétés. Donc, comme on l'a vu. C'est très compliqué. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un dossier très compliqué. On est quand même à ce prix-là. Je reste acheteuse sur Sanofi. Est-ce que vous voudriez en renforcer un peu? Non. Moi, je suis très réservé, comme vous savez. On en a assez, mais je pense que... Sanofi a un délit de sale gueule aux États-Unis, on ne sait pas pourquoi, c'est historique sans doute. Mais je pense que c'est déjà pricé dans le marché. On le croit toujours. C'est ça le problème, c'est qu'on le croit toujours. Alors, Orange, je sais que j'aime pas trop Orange, mais Orange, il a rassuré. On se demande si le consensus ne va pas être dépassé. C'est plutôt des bonnes nouvelles.
Oui, moi je pense que on revoit notamment la concentration du secteur. Alors ça a été la rumeur de vendredi dernier. Exactement. Donc on voit ils ont déjeuné ensemble, quoi. C'est grosso modo, ils sont 4, Orange, Bouygues, SFR. On reparle de Bouygues avec qui est Bouygues Télécom. Donc Orange, si vous voulez, comme je vous disais la semaine dernière, il y a le fixe en France, en Espagne, et en Afrique, c'est un fort momentum pour le titre. Donc on reste bien positif sur Orange. Il y a EDF qu'on a soldé. Oui, et on s'en félicite. On s'en félicite. C'est vrai qu'on l'a sorti. On est sorti. Et d'Engie aussi. Sur GDF, pardon. Oui, et on est sorti sur le rebond de EDF et du coup, on voit qu'une baisse de la production pénalise notamment EDF. Et du coup, depuis qu'on l'a vendu, EDF a perdu 6%. On l'a arbitré, on a rentré du Veolia. Veolia gagne sur notre arbitrage un peu plus de 2%. Donc, et peut-être ça sera une idée aussi. Il y a eu un reclassement aujourd'hui qui a un peu pesé sur le titre. Oui, sur la Caisse des dépôts a vendu la moitié de sa ligne, on va dire. Mais elle est arrivée à la placer. Donc, exactement. Voilà ce qu'il faut se dire. Alors, quelques idées. Qu'est-ce qu'on peut dire le cycle. Donc le cycle Siemens, Schneider, Legrand. J'ai fait une petite étude notamment puisque là. C'est un sujet qu'on aborde toutes les semaines. Donc exactement, notamment sur les biens d'équipement. Donc du coup, c'est vrai que c'est un secteur qui a fortement profité de la fin du choc des matières premières également et d'une reprise libellée en dollars. Donc ça a été. Et puis un peu d'anticipation sur des budgets d'investissement public. Exactement. Que tout le monde appelle de ses voeux, donc ils finiront bien par se faire quand même. Oui, et alors, du coup, on a dans ce secteur... Voilà. La revanche de Keynes, exactement. Dans ce secteur-là, on a deux catégories. On a notamment une catégorie qui est toujours en sous-performance, donc, et une catégorie qui a fortement augmenté. Qui a rattrapé un peu. Tout ça est très en dessous de ce que c'était il y a 3, alors, le secteur ans. se paye avec une belle prime actuellement. Notamment, c'est un secteur qui a nettement surperformé le marché. Ça, oui. Donc, et du coup, quand on regarde la prime de Schneider et la prime de Nexans, je pense qu'on est arrivé avec des valorisations qui sont à leur juste cours. Moi, je pense qu'on est vraiment très très loin de ça, comme vous savez. Mais Schneider... Et sur Nexans, plus sur Nexans même que sur Schneider. Nexans, c'est un cycle qui est tellement compliqué que... Nexans, c'est plus compliqué. Le cuivre joue, donc ça joue aussi. Juste pour parler de Schneider. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Schneider ? On paye Schneider, c'est une histoire où le marché est venu chercher que c'était un titre qui allait faire progresser, une société qui allait faire progresser ses marges dans un environnement toujours pas porteur sur sa croissance organique. Et on se rend compte, si vous regardez depuis 3 ans, Schneider, on voit une érosion de sa marge depuis 2012. Donc voilà, c'est vrai que le marché est en train de pricer son effort sur les coûts, son effort sur... C'est-à-dire un tout petit pet, quand on est comme ça, un tout petit pet de croissance se retrouve directement dans la ligne du bas. Puis, c'est vrai que Schneider a fait un effort, notamment sur une grande sélectivité de ses programmes. Donc, et puis, 35% de son chiffre d'affaires est exposé à la construction. Donc, Schneider, quand même, depuis le début de l'année, a pris 20% à son cours. Donc, nous, on a un upside, d'après notre modèle, aux alentours de 63-64 €. Donc, elle vaut 62. Je pense que Schneider... Vous n'êtes pas dedans. Non. Moi, je pense que ça va continuer à monter, mais entre-temps, ça baissera peut-être. Voilà ce qu'il faut dire. Ce sera donc une opportunité. Voilà. Oui, mais comme on disait la dernière fois, c'est-à-dire toutes ces valeurs cycliques ont fortement monté. Non, mais elles ont fortement monté, mais elles ont énorment baissé avant. C'est-à-dire que... Mais c'était normal, elles ne faisaient pas de croissance. Donc, oui, c'était normal, elles ne faisaient pas de croissance. Mais là, et elles ont fait des gains de productivité, mine de rien. Oui. Puisque maintenir, passer de 14 à 13,7% de marge quand l'activité se réduit, c'est déjà pas mal. C'est ça que... Oui, et comme en début d'émission, on parlait... Oui, mais en début d'émission, comme vous disiez, vous vous rappelez qu'on a eu un ralentissement de notre croissance, notamment. Il y a une chose qu'il faut remarquer, donc ça a été le creux des chiffres qui sont sortis sur la zone euro, c'est le plus bas depuis plus d'un an. La seule chose positive, moi, que je note là-dessus, c'est la fin de la baisse des prix
pour les entreprises. Donc ça, c'est une bonne chose. Et d'autre part, donc, ce mois-ci, c'est l'Allemagne qui a ralenti et la France qui a repris du poil de la bête. Mais c'est les deux contributeurs parce que toute l'Europe du Sud dans ce secteur-là, Schneider, ça prend 6% cette semaine, mais dans ce secteur-là, Nexans 4,8, c'est quasiment toutes les semaines. Hein. C'est ça que le problème. Ils sont au rendez-vous chaque semaine, c'est ça le problème. Donc ils ne seront pas au rendez-vous un jour, ils ne seront plus. Oui, mais Nexans gagne 48% depuis le début de l'année. Donc voilà. Bon, alors, dans ce secteur, on a du Siemens, on a du Alstom, on a du Zodiac, qui s'apparente quand même à de l'industrie. Non, après, on peut un pas petit de l'investissement. Point sur Legrand, qui n'a pas énormément délivré, parce que c'est une valeur plutôt défensive du cycle. Arrière, oui. Voilà, oui, donc je dirais, elle, je pense qu'elle va délivrer, elle va commencer à délivrer, notamment, elle est en fin de cycle sur la construction. Donc je dirais, puisque c'est tous les équipements. Donc, c'est le bouton électrique que vous avez chez vous. Voilà, donc du coup, et puis surtout la thématique de Legrand, c'est notamment sa thématique de fusion et acquisition, et qui, pour les prochains trimestres de petite taille, qui va commencer à délivrer. Même s'ils n'ont pas pu. Exactement. Même s'ils n'ont pas pu prendre Schneider, ils n'ont pas fait beaucoup de bêtises. Alors, l'autre chose, c'est évidemment ce qu'on retrouve aussi en tête des classements depuis 15 jours, 3 semaines, c'est les cimentières. En l'occurrence, Lafarge Holcim. Oui, donc Lafarge, oui, elle a... Non, mais aussi Vicat, on en a déjà parlé, etc. Lafarge qui bénéficie notamment, je dirais, de son exposition aux pays émergents, il ne faut pas l'oublier, c'est surtout ça. Et donc, et du coup, elle a annoncé on n'exclut pas une bonne surprise, ce que le marché est en train de presser, de toute manière. Une bonne surprise sur les perspectives du groupe pour le prochain trimestre. Donc voilà. Et c'est vrai que donc, toute la cimenterie européenne est en voie d'accélération, notamment dans la croissance de la demande, et qui a été fortement pénalisée ces dernières années. Donc c'est vrai que c'est un secteur notamment qui va bénéficier de la remontée des prix et notamment de l'émergence, je dirais, des pays émergents à plus long terme. En fait, le schéma idéal, c'est une inquiétude sur les élections américaines qui fait reculer les marchés et l'opportunité de rentrer surtout, on ne sait pas très bien ce qui pourrait se passer, notamment sur les taux, mais on aura l'occasion de reparler de nos scénarios. Oui, et puis il ne faut pas oublier, il y a l'Italie aussi, le vote dans un mois notamment. Ça, c'est un vote très important. Très important. Si Renzi démissionne, le marché le prendra très mal, et notamment, ça remettra en cause aussi. Ça remet complètement en cause la campagne électorale française, exactement. Sans doute l'allemande aussi, puisque c'est une autre Europe que les peuples veulent. Si après les Anglais, les Italiens refusent en fait d'être dirigés comme les autres pays européens, c'est-à-dire par un pouvoir quasi absolu comme en France ou demi-absolu comme en Allemagne. Mais... Là, on verra. Oui, mais pour l'instant, on peut dire que sur le marché, on est dans ce couloir 4300-4500. Voilà, alors on en sortira. Justement, alors 4300-4500, on a 12% de cash, on a, à mon avis, un bon 15% sur des valeurs super défensives. Est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on attend qu'on revienne à 4300 pour aller prolonger la remarque de Paul? C'est plutôt ce cycle-là, je dirais, sur un repli du marché, on est toujours. C'est pour ça qu'on a vendu sur les points hauts. Ce qu'il faut, c'est pas louper les 4003 parce que ça va assez vite. Oui, comme on l'a vu, sans qu'il y ait vraiment de raison. Ni que ça va être 4003, ni que ça va être 4005. Hein. Oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi un événement aussi comme Brexit c'est l'Italie. Voilà. Oui, mais bon. Mais moi, j'insiste sur un point. Il y a des réactions épidermiques des marchés sur le Brexit. Il y a surtout une révolution politique. Oui, ça ne change pas nécessairement complètement l'économique. Non, mais au contraire, ça peut le libérer. Et ça peut le libérer. Voilà. Et c'est presque tout le problème, c'est qu'au moment où les Allemands vont voter, on se rendra peut-être compte que l'Angleterre, non seulement n'a pas eu de récession, mais a eu un ralentissement moins fort. Et à ce moment-là, tout peut arriver. C'est surtout qu'on aura mis en échec une politique d'austérité. Oui, c'est ça. C'est tout le problème. Ce que tout le monde, aujourd'hui, quelque part... Ça dit, il y a un pays qui n'a pas de politique d'austérité, c'est les États-Unis d'Amérique, avec des déficits qui peuvent être gigantesques, et puis l'inverse. Et on va bien voir. Il a aussi une contestation politique quand même terrifiante. Alors, c'est... les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres, etc. C'est celui-là qui joue. Mais c'est pour ça qu'on voit actuellement, notamment on continue à voir sur nos marchés actions de grosses sorties de fonds, d'allègement sur les actions européennes, même actions américaines, et toutes les hausses sont des hausses
je dirais, sans aucune violence, sauf exception hier, mais si vous voulez, tout est canalisé, et notamment avec très peu de volume. Voilà, il faut sortir de cette incertitude. Ce qui est inquiétant, c'est le volume. Exactement. J'achète tout à fait cette remarque. Voilà, il faut sortir de ces incertitudes pour retrouver une dynamique sur ces marchés. Rendez-vous la semaine prochaine pour justement constater si la dynamique revient.